sommaire de cette édition, tenue ce mardi 4 juin 2024 d'une réunion de prise de contact entre la première ministre souminoise et son gouvernement dans le but de mettre la dernière touche sur son programme et établir les liens entre les membres du gouvernement avant le grand oral de l'Assemblée nationale. Et puis, le Mali connaît une augmentation de 150% du nombre d'abonnés Mobile Money. Le parc national d'abonnement est passé de 22 millions à 25,8 millions de 2017 à 2022. Très ravi de vous retrouver ce soir. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé en titre, la Première ministre a réuni son gouvernement ce mardi 4 juin 2024 à l'immeuble du gouvernement. Il s'agit d'une réunion de prise de contact devant permettre à la chef du gouvernement de mettre la dernière touche sur son programme et établir les liens entre les membres du gouvernement avant le grand oral de l'Assemblée nationale. Il faut souligner que l'équipe souminoise est attendue à l'Assemblée nationale dans un bref délai pour présenter son programme et solliciter la confiance des élus du peuple pour son investiture. Suivez. C'était une première réunion de prise de contact depuis la sortie du gouvernement, comme il est des coutumes, une réunion informelle où la Première ministre a eu l'occasion de saluer et de féliciter les membres du gouvernement qui ont été désignés, qui ont donc reçu la confiance du président de la République et sa confiance pour discuter cette fois-ci de ce que nous devons faire en attendant l'investiture. Et donc, la Première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eus à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prêt autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement, en parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ses programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la Première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. C'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République et du peuple congolais. Voilà, en résumé, ce qu'a été la première réunion de change avec la Première ministre, qui s'est terminée évidemment par une photo de famille et par un petit moment d'échange entre les collègues, parce qu'il faut aussi faire connaissance, pour nous, entre guillemets, les reconduits, avec ceux qui sont venus pour nous assurer que nous commençons déjà à construire cette équipe, cette unité dans l'équipe qui doit défendre les intérêts du peuple congolais. Et puis, après sa rencontre avec le président de la République dans la nuit du lundi 3 juin, Vital Kamerhe a laissé entendre, sur base de ces échanges avec Félix Tshisekedi, que le gouvernement souminois subira un remaniement pour plus de représentativité des provinces et pour la représentativité des partis lésés de l'Union sacrée. Le président du Parlement suggère de régler la question autrement. Domomat pour les détails. Le gouvernement souminois pourrait subir un premier remaniement avant même son investiture par l'Assemblée nationale si on s'en tenait aux propos de son speaker Vital Kamerhe. Ce dernier a déclaré à la sortie de l'audience lui accordée le lundi 3 juin par le président de la République Félix Tshisekedi qui aurait fait la promesse d'intégrer dans le gouvernement une personnalité politique du Maniema, province oubliée lors de la première répartition de postes au nom de la cohésion et de l'unité nationale. Pour ce qui est de la cohésion de la plateforme, l'union sacrée de la nation, l'unité ne se négociera plus autour de la répartition de postes. Pour les speakers de la Chambre basse du Parlement, les dés sont jetés. Il faudra passer à autre chose. Nous devons mettre fin à ce genre de discussions qui nous dégradent parfois. Nous devons trouver des solutions à nos problèmes sans donner l'impression au peuple que nous sommes en train de nous partager un gâteau derrière son dos. Et voilà pourquoi nous allons parler avec les députés, je vais parler avec le président de la République,
m'a en tout cas rassuré que la province d'Imaniema, qui était oubliée, va être finalement reprise dans le gouvernement. Ceci ne suffira pas sans doute pour épurer les frustrations qui gangrènent tel un cancer certains sociétaires de la majorité présidentielle depuis la sortie du gouvernement souminois. Lors d'une réunion du Présidium organisée le week-end dernier, quelques-uns parmi eux n'ont pas hésité de relever les risques de voir le gouvernement souminois être mis en difficulté lors de son investiture entre le 10 et le 11 juin prochain si leurs préoccupations ne trouvent pas des réponses adéquates. Parmi les grandes revendications de frustrés, on note le non-respect du principe annoncé selon lequel un regroupement apportant au moins 10 députés devrait obtenir au moins un poste ministériel et la non-représentativité géographique. Et puis clôture ce mardi 4 juin sur toute l'étendue de la République de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP. La rédaction de Géopolis est rendue à l'école primaire Fatima dans la commune de La Gombe, à centre de passation des épreuves pour recueillir l'appréciation des finalistes. Ces élèves ont pour la plupart des cas été satisfaits après la passation de leurs examens. C'est un reportage de Patience Lokeke et de Giscard Tamba. Comme à l'accoutumée, au dernier jour d'examen des fins d'études primaires, ce mardi 4 juin 2024, de nombreux élèves se disent sereins et entrevoient déjà leur réussite. C'est le cas de ces enfants en bleu-blanc croisés à leur sortie de l'école primaire Fatima de La Gombe, centre de passation des épreuves. Ils affirment que l'examen a été largement abordable pour eux. Bon, hier, c'était bien passé. Même si c'était quelques questions difficiles, quand même, j'ai pu répondre aux questions. Aujourd'hui encore, ça s'est très bien passé. Oui, je suis sûre que je vais réussir. Bon, il y avait un peu de trucs un peu difficiles, mais à part ça, ça va. On avait demandé si les herbivores manquent combien de dents. Il leur manque des canines. Durant 2 jours, les finalistes de l'école primaire ont été soumis aux examens de français et culture générale pour le premier jour avant de faire face aux mathématiques et sciences lors du 2e et dernier jour. La réussite à cet examen est sanctionnée par un certificat de fin d'études primaires. Rendons-nous dans la province de l'Ituri où 30 magistrats civils et militaires de l'Ituri sont à l'école du droit international humanitaire depuis ce mardi 4 juin 2024. Durant 3 jours, ils seront renforcés en capacité pour mieux cerner et maîtriser ce domaine. La maîtrise de contours et limites du droit international humanitaire va leur permettre de réprimer les coupables pendant les opérations militaires. Et c'est le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, qui a donné le go de ce travaux. C'est un reportage de la presse militaire de l'Ituri. Les auteurs de violations de droit international humanitaire en période de conflits armés en Ituri, avant, pendant et après, subiront la rigueur de la loi. Pour ce faire, le praticien de droit a besoin d'une bonne connaissance de ces notions pour réprimer ce crime. 30 magistrats civils et militaires de l'Ituri sont renforcés en capacité depuis ce mardi 4 juin courant à travers une formation de 3 jours. Ceci avec l'appui financier du Comité international de la Croix-Rouge. Le chef de la sous-délégation du CICR en Ituri revient sur la pertinence de ces activités. Ces assises avaient permis aux participants de discuter des questions relatives à la mise en œuvre et au renforcement du DIH par le secteur judiciaire, ainsi que des besoins de formation, renforcement des capacités et du rôle CICR dans ce domaine. Pour sa part, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, attend des participants un travail de qualité afin de relever le défi lié à cette problématique dans cette province. Je suis convaincu, au regard de la qualité des formateurs et des thématiques à exploiter durant cette formation, les bénéficiaires seront, au bout de ces 3 jours de formation, fixés sur les attitudes à prendre toutes les fois qu'ils seront face à un cas qui porte atteinte au droit international humanitaire. Pour ce qui est du gouvernement provincial que j'ai la charge de conduire, je reste très réceptif aux recommandations qui seront formulées à notre endroit pour une application sans faille de ce droit qui met l'être humain au centre de toute protection. Notons que plusieurs notions
du droit international humanitaire seront développés. Durant ces travaux, revenons à la ville de Kinshasa où les étudiants de la faculté de droit de l'université de Kinshasa qui s'étaient qualifiés en finale du concours de plaidoirie et de procès simulé devant la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas et qui ont été classés deuxième après leurs homologues français de Paris 2 Panthéon Assas ont été reçus ce lundi 3 juin 2024 à Kinshasa-Gombe par le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta. Au sorti de l'audience, ces étudiants ont tenu à remercier le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Passus le kéké aux commentaires. Indemniser les victimes à l'insu de tout le monde. N'est-ce pas là un acte? Les étudiants de la faculté de droit de l'université de Kinshasa qui s'étaient qualifiés en finale du concours des plaidoiries de procès simulé devant la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas et qui ont été classés deuxième après leur homologue français de Paris 2 Panthéon Assas ont été reçus ce lundi 3 juin 2024 à Kinshasa-Gombe par le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta. Conduits par leur encadreur, l'assistant Bruno Kalala, ces étudiants ont remercié la Cour constitutionnelle et son président pour l'appui et l'accompagnement dont ils ont bénéficié durant ces concours organisés par l'Académie de droit international de La Haye. Je tiens à remercier le président de la Cour constitutionnelle, mais également le président du Conseil supérieur de la magistrature, notamment pour l'invitation notamment adressée à l'égard de l'équipe, représentant notamment l'Université de Kinshasa, mais également la République tout entière, à deux grands concours internationaux, le concours Charles Rousseau qui s'est tenu à l'ULB, à Bruxelles, mais également le concours du procès simulé, notamment devant la Cour pénale internationale. Alors, le président de la Cour a voulu notamment saluer le prouesse des étudiants et étudiantes qui ont participé à ces deux grands concours, mais également il a tenu particulièrement à nous remercier, à nous féliciter, à nous booster aussi, toujours de continuer dans cette même lancée, à lancer notamment de l'élimination scientifique, parce que, comme vous le savez, les élites congolais ont perdu notamment de la valeur. Alors il fallait redorer, rayonner encore l'image notamment des élites congolais, et à travers notamment ces deux procès internationaux, des procès fictifs, l'on peut se rassurer que l'image des élites congolais, du point de vue international, a été très bien rayonnée. Dieudonné Kamuleta et ses hôtes ont également évoqué les réalisations de la Cour constitutionnelle et les progrès du système judiciaire congolais. Le président de la Haute Cour a prodigué quelques conseils à ses futurs juristes qui ont vendu une image positive de la République. Question de baliser leur avenir dans le monde du droit. Et voici près de 2 mois depuis qu'une montagne d'immondices s'est créée progressivement en plein milieu du marché Gambela dans la commune de Kasavubu. Les vendeurs exposés désormais aux maladies de tout genre se plaignent de vendre dans des conditions peu hygiéniques. Suivez ce reportage. Voici près de 2 mois que le marché Gambela, situé dans la commune de Kasavubu, plus précisément à l'entrée Éthiopie, dégage une odeur nauséabonde très forte. L'entassement rapide d'immondices dont on peine à évacuer est à l'origine de cette situation. Les vendeurs se trouvent ainsi contraints d'étaler leurs marchandises, particulièrement les aliments, juste à côté d'un tas d'ordures dans une atmosphère irrespirable. Certains d'entre eux ont exprimé leur mécontentement. Likama fulo to sito lembi likama fulo to lala kala butu boye na tongo to ya to kuti mama fulu mbala ma to tika fulu te kana tongo to kuti fulu mbala ma fulu uti we fulu zala kite mais il faut sauter fulu yo ndeko ya buku merci aloba ki faut ba vide ba fulu yo par-ci par là ba ko kitisa ba tina mutuka e akolongola fulu ango na lelo fulu oyo ekogisi 2 mois mobimba fulu oyo banda si tozoteka boye tozofuta bataxe tozofuta batike madroit na bango tozopesa sikoyo solution nini oyo tozofutela batike wana na badroit wana nyonso po na kati wana salubrité eza na kati mais na wenze tocomprendre ete fulu ya monene ya niveau ya degré oyo na kati ya wenze.
Craignant pour leur santé, tout comme celle de leurs clients, les vendeurs de Gambela ont lancé un cri d'alarme aux autorités afin de les sortir de cette situation. Conservés dans des conditions d'hygiène peu recommandables, les aliments peuvent favoriser l'intoxication alimentaire, une affection résultant des consommations d'aliments contaminés par des bactéries, des virus, des parasites ou des toxines. Les personnes qui s'approvisionnent au marché Gambela sont donc prévenues autant que les autorités municipales de la commune de Kassavobu qui sont appelées à prendre leurs responsabilités en main le plus tôt que possible pour sortir le marché Gambela de cette insalubrité. Les industriels marquent sur les emballages de leurs produits, biscuits, lait en poudre, boîtes de conserve, produits surgelés et autres les délais requis pour leur consommation. Cependant, nombre de Congolais ne se donnent pas la peine de vérifier si la date de péremption autorisée pour la consommation de ces produits court encore avant de les acheter. Pourtant, la consommation de ces différents produits avariés expose les consommateurs à diverses maladies. Rachel Missinga nous donne les détails dans cet élément. Périodiquement, les rayons des alimentations et des étalages des différents marchés de Kinshasa et de l'intérieur du pays sont envahis par de boîtes de conserve de sardines, tomates, lait et autres vendus à un prix relativement bas. Cela arrive généralement lorsqu'approche la date limite des consommations de ces produits. Mais peu de Congolais n'y prennent garde car souvent, ils ne s'attardent pas sur un petit détail pourtant important, vérifier la date de péremption. Voilà qui pousse certains commerçants véreux à même falsifier des dates de certains produits pour éviter de le vendre à moins cher ou de s'en débarrasser à leur perte. Témoignage de ces consommateurs. Dans des boutiques, dans des magasins, même les produits pharmaceutiques, on prend un produit qui a déjà daté, on met dans un carton. Là, on a marqué par exemple les produits, on a fabriqué ça à 2022, ça doit expirer par exemple à 2023 ou 2024, mais il projette déjà une date dans l'avenir. Et ça, c'est archi faux. C'est pour tuer la population, ça. Vraiment, c'est un peu difficile avec ces gens. Si tu n'es pas vraiment à mesure d'exploiter toutes ces histoires là-bas, tu risques de tomber dans des pièges. Consommer un produit périmé présente des risques pour la santé, prévient Issei Opetou, médecin généraliste. Concernant la consommation de produits, de boîtes de conserve déjà périmées, de certains produits de charcuterie, oui, ça a de terribles conséquences. Par exemple, il y a des maladies comme on appelle le botulisme. Donc, quand vous consommez comme ça, il y a des microbes qui sont dedans dans les boîtes de conserve. Ça pourra vous causer des conséquences sur le plan sanitaire, des diarrhées terribles, profuses, des vomissements abondants. Vous pouvez développer un état de choc, des crampes musculaires et même aller jusqu'à la mort. Donc il faut éviter. Il y en a aussi d'autres pathologies comme la salmonellose. Vous pouvez consommer des produits comme ça, vous développez ces maladies-là. C'est très dangereux de consommer ces produits-là. Quand bien même qu'il y a d'autres produits, d'autres charcuteries, boîtes de conserve, même si ça arrive au terme de sa limite de conservation, vous pouvez le consommer même jusqu'à 3 mois après. Oui, il y en a certains, mais pas tous les produits. Donc il faudrait vraiment être très prudent, il faut vérifier la date avant de consommer ces produits-là parce que votre santé en dépend. L'effet de vendre une denrée alimentaire impropre à la consommation est puni d'une peine d'amende. Les sanctions diffèrent selon que le produit périmé est proposé à la vente par simple négligence ou avec une intention de tromper les consommateurs. Pour toute personne qui en subit les torts, la justice est en mesure de les rétablir dans ses droits, à condition de porter plainte. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo seront reçus ce jeudi 6 juin 2024 par les Lions de la Teranga du Sénégal au stade Abdoulaye Wade de Dakar. Les léopards qui sont arrivés ce soir à Dakar étaient en stage à Rabat au Maroc depuis le 29 mai dernier. Beskouzola.
La RDC affrontera le Sénégal le jeudi 6 juin à 16h heure locale pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de l'édition 2026 de la Coupe du Monde de football. À 2 jours de cette rencontre, les deux équipes intensifient les séances d'entraînement à l'image de la RDC. Bon, comme on avait abordé ceux de la Mauritanie et du Soudan sur les premières journées de qualification, ce sont, comme on l'avait dit, des qualifications qui sont sur la durée, qui sont extrêmement longues. Donc ces deux matchs sont très importants, mais pas décisifs pour la suite de la compétition. Donc on les aborde en essayant de travailler au mieux possible pour être prêt lors de ces rencontres, qui seront deux rencontres difficiles. Et on se prépare pour être à la hauteur. Les Léopards de la RDC préparent cette rencontre depuis 6 jours à Rabat. Les Léopards seniors hommes ont eu une séance d'entraînement ce mardi 4 juin avant de s'envoler à Dakar, a rapporté la Fédération congolaise de football association. La RDC fera sans Cédric Bakambu blessé et Silas Katompa qui n'a pas été sélectionné pour des raisons familiales. Les Lions du Sénégal se sont eux aussi entraînés lundi 3 juin au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Dakar. L'équipe était au complet, à l'exception de Sadio Mané forfait, Aruna Sangaté mise au repos et Lamine Camara toujours en club, enseigne la Fédération sénégalaise de football. Madame, Messieurs, à présent, nous allons faire place à la page internationale. Je l'avais annoncé en titre, le Mali a enregistré une augmentation de 150% du nombre d'abonnés à Mobile Money en 5 ans, notant auprès de l'autorité malienne de régulation des télécommunications de 2017 à 2022. Le parc national d'abonnements mobiles est passé de 22 millions à 25,8 millions. L'adoption du mobile money s'impose comme une solution innovante et inclusive pour le Mali. En 5 ans, le nombre d'abonnés mobile money a augmenté de 150% dans le pays. Selon l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des TIC et des postes, AMRTP, 14,5 millions de comptes mobile money ont été recensés au Mali en 2022 contre 5,8 millions en 2017. Regardant un peu les chiffres, on comprend quand même que l'évolution du paiement mobile au Mali est très rapide par rapport au taux moyen, parce qu'au niveau de la BCEAO, c'est situé autour de 55,9%, alors qu'on voit que pour ces dernières années, au Mali, on tourne autour de 66%. Et donc, évidemment, il faut voir que le taux de bancarisation est très faible, et donc la solution n'est qu'au niveau de l'inclusion financière à travers le téléphone mobile qui est un peu disponible un peu partout, qui a l'avantage de ne pas trop exiger, en tout cas, des infrastructures sophistiquées pour pouvoir avoir accès au système financier. Le mobile money participe à améliorer l'inclusion financière en Afrique et à favoriser la bancarisation sur le continent. Sur la période allant de 2017 à 2022, le taux de pénétration de l'argent mobile est passé de 31% à 66% d'après les données de la MRTP. Le régulateur indique que l'argent mobile a contribué de 30% au taux d'inclusion financière du Mali qui se situait à 54% en 2022. C'est de faire en sorte quand même d'encourager cette éclosion du numérique et de l'économie numérique, notamment de l'inclusion financière, en rendant encore les réseaux accessibles, en les mettant beaucoup en qualité, parce que la qualité du support de l'infrastructure télécom est très importante pour pouvoir permettre à ce que les communications puissent se faire. Dans le cadre de ses ambitions de transformation numérique, le gouvernement malien a initié, en janvier 2024, un programme d'extension du réseau national de fibre optique d'un coût de 117,3 millions de dollars. En outre, l'exécutif malien travaille actuellement sur l'élaboration d'une politique nationale de développement de l'économie numérique 2024-2028. Quittons le Mali pour le Togo qui bénéficiera d'un financement japonais de 1,2 milliard de francs CFA pour appuyer son secteur agricole. Une convention a été signée à cet effet entre les autorités de deux pays le 30 mai et consiste en la fourniture d'équipements génie civil et agricole. L'accord entre dans le cadre du programme de développement économique et social porté par le pays asiatique.
Un accord a été conclu jeudi 30 mai 2024 entre le Japon et le Togo pour la politique de développement du secteur agricole togolais. Il s'agit d'une convention de financement dans le cadre du programme de développement économique et social PDES, porté par le pays asiatique qui permettra aux bénéficiaires de recevoir des équipements agricoles et de génie civil d'une valeur de 1,2 milliard de francs CFA. Le Togo et le Japon ont une coopération assez traditionnelle qui est notamment orientée vers le secteur agricole. Donc cette nouvelle annonce de fourniture d'équipements de technologie dans le cadre de cette convention agricole reste une belle opportunité pour l'économie togolaise. Mais la question existentielle d'ailleurs, c'est d'abord la mécanisation, d'un point de vue endogène et comment endogéniser d'ailleurs les mécanismes de maintenance du matériel agricole et surtout l'utilisation et l'appropriation de cette technologie par les populations et l'ensemble des pays d'ailleurs. Le secteur agricole togolais participe pour 20% aux recettes d'exportation et représente plus de 40% du PIB, employant près de 70% de la population active. Grâce à ce partenariat, les autorités togolaises devraient pouvoir soutenir les efforts du pays dans le développement de ce secteur dans un contexte marqué par des crises multidimensionnelles liées au changement climatique et à l'instabilité des prix des denrées alimentaires. C'est une bonne chose, mais il va falloir aller au-delà pour pouvoir permettre à ce que ces technologies culturelles, ces investissements en technologie agricole, en investissement en mécanisation agricole, soient une politique qui puisse permettre au pays définitivement d'être, d'un point de vue agricole, indépendant. Le développement de l'agriculture togolaise est freiné par une faible mécanisation et le recours à des semences à faible rendement. À cet effet, un accent sera mis sur la promotion de la riziculture et le soutien aux producteurs vulnérables, à savoir les sinistrés d'inondations et les déplacés victimes de menaces de l'extrémisme violent. L'actualité se poursuit dans ce journal et c'est avec la revue de presse. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Au sommaire de journaux paris dans la ville de Kinshasa, c'est mardi 4 juin 2024, la prospérité titre « Investiture à quelques doigts ». Judith Suminwa Tuluka, Vital Kamerhe confirme le rendez-vous du 10 juin 2024. Préparer un programme adapté aux 6 engagements majeurs du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'aune de son deuxième mandat. C'est préparer soi-même de son équipe gouvernementale à défendre devant les députés nationaux. Convaincre et réussir son examen de passage en vue de l'investiture avant de passer évidemment à l'étape de la récupération des leviers des commandes à la tête du tout nouveau gouvernement. Telles sont les urgences auxquelles Madame Judith Suminwa Tuluka est appelée à faire face dans un premier temps d'ici le 10 et 11 juin 2024, conformément à l'annonce de Vital Kamerhe sur l'investiture, si imminente soit-elle, de ces gouvernements. Forum des As, quant à lui, parle du Sénat avec ses titres. Sénat, Kinduelo annonce l'installation du bureau définitif au plus tard le 15 juin. Le président du bureau d'âge du Sénat, Pascal Kinduelo Lumbu, a été reçu par le président de la République, Félix Tshisekedi, hier lundi 3 juin, courant à la Cité de l'Union africaine. Cette rencontre, qui intervient quelques jours après l'installation du nouveau Sénat, constituait l'occasion pour le président du bureau d'âge du Sénat de présenter au président de la République le rapport sur l'évolution de la procédure devant conduire à l'élection et l'installation du bureau définitif. Nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénateurs et moi-même sommes réellement dans le bon sens et que d'ici à 15 jours, le bureau d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la Constitution, a-t-il confié à la presse au sortir de l'audience. Terminons cette revue de presse avec cette information d'Info 27 qui titre « ENAFEP 2024 ». Aucun incident rapporté lors des épreuves sur l'ensemble du territoire national. L'examen national de fin d'études primaires, édition 2023-2024, a débuté lundi 3 juin sur l'ensemble du territoire national. Aucun incident n'a été rapporté lors de la passation de ces épreuves sur l'ensemble du territoire national. Espérons qu'il en sera ainsi le mardi 4 juin, jour de la clôture. Selon le rapport de l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les effectifs des candidats ont augmenté
implémentée dans plusieurs provinces éducationnelles. Ça en est fini pour cette revue de presse. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. À très bientôt. Au revoir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Place au rappel des titres. Tenue ce mardi 4 juin 2024 d'une réunion de prise de contact entre la première ministre Souminois et son gouvernement dans le but de mettre la dernière touche sur son programme et établir les liens entre les membres du gouvernement avant le grand oral de l'Assemblée nationale. Et puis, le Mali connaît une augmentation de 150% du nombre d'abonnés Mobile Money. Le parc national d'abonnements est passé de 22 millions à 25,8 millions de 2017 à 2022. Fin totale de ce journal. Merci de votre aimable attention et restez branchés au programme de Géopolis Télévision. Au revoir.